Bienvenue donc à tous pour cette deuxième session donc, des jeudis d'Onco-Occitanie, le nouveau rendez-vous des soins oncologiques de support. Donc pour cette deuxième session qui traitera donc de l'onco-réhabilitation, qui va durer donc 1 heure, de 13 h à 14 h. Alors je vais juste introduire la session avec quelques consignes, si j'arrive à passer ma diapositive. Voilà. Alors, vous êtes sur mute et sans vidéo, donc pour éviter les interférences et pour ne pas déranger les interventions. Mais sachez que donc, tout le monde est invité à poser des questions sur le module questions-réponses que vous avez en bas de votre écran. Alors, ce n'est pas le module discussion est désactivé, c'est le chat. Donc, c'est vraiment le module à côté, questions-réponses, sachant que ces questions et réponses seront lues par les modérateurs et seront posées à la fin des interventions. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez poser les questions au fil de l'eau et elles seront bien posées aux intervenants au fur et à mesure. En cas de problème technique, vous pouvez joindre Juliette, donc ici présente, au numéro donc, qui s'affiche. Nous vous transmettrons un questionnaire de satisfaction avec un lien qu'on vous mettra sur la chatbox à la fin de la réunion. Voilà, qu'on vous demandera de compléter. Ça nous aidera à améliorer les sessions suivantes. Un replay sera proposé aussi, donc à peu près dans 3 jours. Voilà, les participants qui souhaitent revoir ou qui ont raté un morceau de la réunion pourront se connecter à nouveau. Et les diapositives seront également mises en ligne sur le site internet donc, du réseau Onco-Occitanie. Concernant le programme, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir 3 intervenants, 3 modérateurs. Donc, la première intervention, qui sera donc modérée par Virginie Voisard, va traiter donc de la place du médecin, de physique et de réadaptation dans la prise en charge des sarcomes, et donc sera animée par Philippe Marc du CHU de Toulouse. La deuxième intervention, donc, qui sera modérée par Christine Préaubert, parlera donc des particularités de l'apport des techniques de rééducation sur les douleurs neuropathiques et donc sera présentée par Alice Frelon de l'Oncopole de Toulouse. Et la dernière intervention, donc modérée par Marie-Paul Garavé, traitera de la prise en charge de la dysphonie, quel que soit le contexte de la maladie, et donc sera présentée par le docteur Benoît Ami de la Bretèque du CHU de Montpellier. Je vais donner du coup la parole à Virginie pour qu'elle puisse présenter son intervenant. J'ai donc le plaisir de vous présenter le professeur Philippe Marc, donc professeur de médecine physique et réadaptation. Ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir introduire cette personne parce que nous avons travaillé depuis tellement longtemps sur l'onco-réhabilitation et essayer de créer un secteur d'onco-réhabilitation sur Toulouse que nous avons eu la chance d'avoir l'opportunité d'ouvrir quelque chose et donc une unité sur l'oncopole avec beaucoup de problèmes, mais qui, je pense, d'autres que nous le rencontreront dans ces efforts de créer ce type d'unité. Et donc, il a, depuis l'ouverture, participé activement à l'activité clinique, malgré la surcharge de travail que ça a représenté. Et j'ai vraiment, je le remercie grandement de participer aujourd'hui. Je ne sais pas, je te laisse ensuite continuer ton introduction, Philippe. Merci Virginie. Alors, je vais partager mes diapos et en même temps, je vais quand même pouvoir dire que c'était une collaboration et rien n'était possible sur l'onco-réhabilitation sans Virginie Voisard pour pouvoir créer cette affaire-là. Et je vais un peu d'ailleurs faire une présentation autour de la place du spécialiste de MPR dans la prise en charge des sarcomes, c'est le sujet qui m'a été demandé, faire un peu la genèse du projet de l'onco-réhabilitation et les missions de cette structure et pourquoi les MPR tout d'un coup sont intéressés au cancer de manière générale. C'est une constatation que j'ai faite il y a un petit moment qui était à Séoul où il y avait l'International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Alors, la médecine physique et réadaptation en France a été longtemps la rééducation fonctionnelle. C'est comme ça que ça s'appelait. Sur le plan international, ça s'appelle la médecine physique et réadaptation et réhabilitation, et c'est devenu la médecine physique et réadaptation en français en 1996. Vous voyez, il n'y a pas longtemps. Donc, ce qui m'avait surpris, c'était une littérature internationale croissante sur l'intérêt de la réadaptation dans la prise en charge des cancers. Et ça, c'est un fait qui continue. C'est une littérature qui augmente de manière extrêmement croissante, alors qu'en France, on a été clairement en retard.
Et la raison de cette augmentation de la littérature est assez simple. C'est que les progrès des traitements de la cancérologie sur ces 20 dernières années ont été absolument stupéfiants sur la survie, de façon très claire. Donc, par exemple, dans le sarcome, l'introduction des traitements conjoints avec de la chimiothérapie et de la chirurgie a permis d'augmenter de 50% la survie à 5 ans, ce qui est tout à fait phénoménal. Mais comme dans tous les progrès médicaux, pas plus en cancer qu'ailleurs, cette augmentation de la survie s'est faite au prix de déficiences séquelaires de plus en plus invalidantes. Et quand vous regardez un peu la littérature internationale, on estime qu'à peu près 20% des survivants d'un cancer ont des déficiences séquelaires invalidantes. Donc, on connaît les lymphodèmes dans le cancer du sein. Dans le sarcome, on a beaucoup de lésions nerveuses musculaires. On aura des neuropathies avec les chimiothérapies. Les chimiothérapies s'entraînent aussi des troubles cognitifs. Voilà un ensemble d'éléments qui grèvent la qualité de vie des patients à la suite d'un cancer. Une petite remarque sur la littérature, sur les termes aussi, c'est-à-dire que on voit beaucoup en France le terme réhabilitation. Alors, c'est quelque chose d'assez récent. L'Académie française a tranché. Elle a été saisie de ce terme-là pour parler assez simplement. En français, on réhabilite les bâtiments et les prisonniers, mais pas les patients. Réhabilitation, c'est un terme anglo-saxon et sa traduction en français, c'est réadaptation, même si ça ne fait pas plaisir à un certain nombre de gens, c'est réadaptation. Donc, classiquement en France, on a deux termes, la rééducation et la réadaptation. Les Anglais n'en ont qu'un seul, qui est la réadaptation, la réhabilitation qui correspond à la réadaptation. Et donc, on a des stratégies autour de la rééducation, la réadaptation, beaucoup à l'effort dans les cancers, et puis les compensations, c'est-à-dire des aides techniques et puis des aménagements de l'environnement. Ce qui guide la stratégie d'un médecin de médecine physique et réadaptation, c'est ce petit schéma au milieu duquel vous allez retrouver ce qui est la classification internationale du fonctionnement, c'est-à-dire la manière de définir les processus qui génèrent du handicap. Donc, quand on est médecin, on est très centré autour des fonctions physiologiques et des structures anatomiques. Mais en fait, c'est un des éléments de la constitution de handicap. Il y a aussi les activités, c'est-à-dire les tâches que le sujet est capable de faire. Et surtout la participation. La participation, c'est pour un individu les tâches dans lesquelles il a envie de s'impliquer. Donc, il y a forcément des facteurs personnels qui influent sur cette dimension-là. Et puis, il est forcément dans un environnement spécifique qui vont déterminer les activités qu'il est capable de faire ou pas. Si vous êtes en fauteuil roulant, si vous avez 3 marches pour rentrer chez vous, c'est plus compliqué que si vous avez un appartement de plein pied ou avec un ascenseur facilement accessible. C'est des choses aussi simples que ça, mais les facteurs environnementaux, ça concerne autant les barrières architecturales, sociales que psychologiques. Autour de ça se définissent un certain nombre de processus thérapeutiques. Donc, si on a la possibilité d'avoir la récupération, on fera ce qu'on appelle en France de la rééducation. Donc, dans le cadre des cancers, c'est souvent de la réadaptation à l'effort. Et puis, le deuxième volet de la rééducation, c'est souvent de l'apprentissage moteur. Assez régulièrement, quand même, on a aussi un volet d'adaptation à ces déficiences, c'est-à-dire soit utiliser des aides techniques, soit apprendre à faire autrement. Classiquement, c'est ce qu'on appelait la réadaptation. Donc, vous l'avez compris, l'Académie française a tranché. Le terme de réhabilitation se traduit par réadaptation. Et en anglais, on ne fait pas cette distinction entre rééducation et réadaptation. On estime que les deux processus sont conjoints. Et donc, ça s'appelle la réadaptation. Voilà. Et puis, on peut aménager sur les facteurs environnementaux et puis on peut faire de la réinsertion pour faire en sorte que le sujet soit impliqué dans les tâches auxquelles il a envie de participer. Donc ça, c'est vraiment le cadre le plus global qu'on peut faire. Dans les sarcomes et dans les cancers en général, on a envie de plus en plus de développer la préhabilitation. La préhabilitation, c'est mettre en place de la réadaptation dans la thématique, c'est la réadaptation à l'effort. La réadaptation à l'effort, c'est du réentraînement de l'activité physique. Alors pourquoi ? Parce que sur le plan biologique, il y a pas mal de travaux qui ont montré que ça avait des effets hormonaux. En particulier, ça diminuait la sécrétion d'insuline et ça diminuait la sécrétion de certains marqueurs comme les GF1, qui sont des marqueurs de la croissance cellulaire, de la prolifération cellulaire. Et donc, c'est une manière d'avoir une petite action sur la prolifération et l'apoptose cellulaire. Ça a aussi des effets anti-inflammatoires, là aussi autour de certaines substances, la leptine, l'adiponectine. Et donc, là aussi encore, ça limite la prolifération de l'apoptose cellulaire. Et puis enfin, ça renforce l'immunitaire. Alors, il faut avoir une petite nuance sur l'exercice physique. L'exercice physique fait de manière raisonnable renforce les défenses immunitaires. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on est triathlète ou marathonien, c'est-à-dire qu'on a des efforts exhaustifs, massifs, majeurs, on peut avoir au contraire une diminution
des défenses militaires, et les gens qui ont déjà fait des marathons savent qu'on commence par aller voir le dentiste pour voir si on n'a pas des caries ou des choses comme ça pour éviter de faire des sepsis. Mais fait à dose raisonnable, c'est de l'activité physique et quelque chose qui renforce les défenses immunitaires. Dans le cas d'une préhabilitation pour un sarcome, on va rajouter un certain nombre d'autres choses. Ces patients-là, ils ont souvent mal, donc il faut traiter leur douleur. Ils ont souvent une impotence fonctionnelle, ce qui fait qu'ils ne bougent pas une ou deux articulations. Et quand vous ne bougez pas une articulation, elle s'enraidit très rapidement. Donc vous avez des raideurs articulaires qui pourront peut-être nous gêner par la suite. Donc il est important de prendre en charge ces raideurs articulaires. Et puis souvent, on a aussi une perte de masse musculaire, un amaigrissement, une amyotrophie. Et là aussi, il faut envisager un programme spécifique de rééducation adapté aux douleurs du sujet. Donc ça demande un petit peu d'adaptation très précise du thérapeute à ce qu'il peut faire comme programme de renforcement musculaire, mais qui doit permettre au moins de conserver, si ce n'est de regagner de la masse musculaire. Il y a maintenant un consensus et plusieurs travaux ont montré que la préhabilitation, ça avait comme avantage de diminuer la fréquence des complications thérapeutiques, donc la fréquence des complications de la radiothérapie, de la chimiothérapie, et aussi l'intensité de ces complications, des neuropathies, des troubles cognitifs, quand on faisait une préhabilitation. Donc c'est vraiment un élément qui est devenu central dans la prise en charge des affections des cancers et dans les sarcomes en particulier, où on a cet aspect-là qui est assez générique à beaucoup de cancers, mais celui-là qui est assez spécifique parce que ces gens-là, ils ont souvent des douleurs, des raideurs articulaires et des pertes de masse musculaire associées. Ce qui dirige, je dirais, la prise en charge des cancers pour les oncologues et qui aussi fait la place du MPR de manière un peu en miroir, c'est ces travaux. Donc, je vous ai mis une méta-analyse qui date d'un certain temps, qui regroupe l'ensemble des études qui ont montré que quand on faisait une comparaison amputation versus traitement conservateur, on n'avait pas de différence sur les récidives. On avait une survie à 5 ans qui était meilleure pour le traitement conservateur. Donc ça, c'est pas de différence entre les récidives. Ici, une survie qui est meilleure. Vous voyez que c'est une taille d'effet qui est quand même limitée. Il faut mettre un petit bémol parce que c'est toutes des études rétrospectives et donc probablement il y avait un petit biais de différence entre ceux qui étaient amputés, qui avaient des maladies plus évoluées que ceux qui avaient un traitement conservateur. Mais globalement, quand même, c'est un élément qui reste. On a un nombre de malades qui est conséquent, sans être extraordinaire, qui est 1300 malades dans cette méta-analyse. Il n'empêche que c'est quand même la base. On ne réfléchit plus en termes d'amputation pour guérir la maladie sarcome. Alors le MPR, lui, il va intervenir. C'est un fait. C'est là, ces éléments sont un fait. L'amputation n'est pas une absolue nécessité dans la prise en charge d'un sarcome. Et la chirurgie conservatrice a fait des progrès absolument spectaculaires. Mais l'appareillage aussi. Et ce que le MPR a comme place, c'est de revenir en disant ce qui compte, c'est la fonction. Et en particulier, vous avez pas mal de travaux qui montrent que les gens qui ont un appareillage ont un niveau d'activité qui est supérieur à lésion égale à des gens qui ont eu un traitement conservateur. Donc, le traitement conservateur, ça va dépendre de quel est le niveau, comment se présente l'atteinte. Donc, vous voyez, maintenant, on fait des apparillages avec des genoux artificiels, ou même si c'est en dessous du genou, ou la qualité de la marche, vous avez sans doute vu récemment aux Jeux paralympiques, et les performances des sujets qui font de l'handisport sont absolument spectaculaires. Il est évident que quand on a une désarticulation de la hanche, c'est déjà un peu moins bon. Et quand on est sur le membre supérieur, vous voyez tous des images absolument superbes comme ça, mais c'est quand même des apparillages extrêmement onéreux, difficiles à régler et qui ne sont pas toujours des plus fonctionnels en situation régulière pour les sujets. Donc, il y a un équilibre à trouver qui n'est pas totalement défini dans la littérature entre, pour avoir la meilleure fonction par la suite, comment on fait le choix entre ceux à qui on propose une amputation et ceux qui on propose un traitement conservateur. L'important, c'est d'essayer d'avoir la décision la plus éclairée auprès du chirurgien et auprès du patient lui-même. Et donc, l'idée, c'est de prévoir les déficiences fonctionnelles en fonction des structures anatomiques touchées. Et c'est une tâche qui appartient en partie aux médecins de médecine physique et réadaptation. Alors, si on prend l'os, sur l'os, la réponse est assez facile. On sait faire maintenant des montages absolument extraordinaires où il n'y a pas de raison, quand il n'y a que l'os de toucher, de vouloir faire une amputation. On sait faire des montages avec des clous, des broches, des prothèses qui permettent d'avoir une fonction de qualité tout en conservant le membre. L'articulation, c'est pareil. Quand on rentre dans les muscles, ça devient déjà un peu plus compliqué et souvent, on aura un appareillage
pas forcément d'amputé, mais qui va rester. Et quand on touche les nerfs, ça devient encore plus compliqué. Et donc, en fonction du niveau, du type de lésions qui vont être faites, il faut informer le patient sur quels résultats il peut attendre, quelles seront ses limitations, qu'est-ce qu'il souhaite faire, lui, de son côté. On va rentrer en ligne de compte, bien entendu, l'état général, parce que si vous avez une prothèse de ce type-là, la marche va vous coûter beaucoup plus d'énergie que si vous n'aviez pas ce type d'appareil. Plus on va monter, plus il va y avoir d'articulation dans un appareillage, plus ça va demander de l'énergie. Donc, si vous avez quelqu'un qui est en grande asthénie, qui a de grandes difficultés à produire de l'effort, il ne faut pas trop songer à lui faire un grand appareillage de ce type. L'environnement du sujet est aussi un élément important, qu'il soit environnement architectural, mais aussi psychologique. Comment on supporte l'amputation autour de lui, comment lui la supporte et comment les autres peuvent l'aborder. Ce qui sont des questions qu'il faut pouvoir se poser avant. L'ensemble constitue ce qu'on appelle des objectifs personnalisés. On a un DADA qui est la GAS. La GAS, c'est la Goal Attainment Scale. C'est une échelle dans laquelle on va essayer d'identifier des objectifs, pas en termes généraux, en termes très précis d'activité, qu'on va essayer d'avoir des outils pour les mesurer, de les rendre atteignables, c'est-à-dire d'avoir un délai de temps dans lequel on se dit c'est raisonnable d'arriver à ce niveau-là, et d'essayer de se mettre dans une espèce de contrat de soins autour de cette affaire-là. Donc ça, c'est vraiment l'élément pendant. Après la chirurgie, les questions sont multiples. Elles tiennent à la capacité du patient, c'est-à-dire que souvent, il y a des traitements associés, de la chimiothérapie, en particulier dans les sarcomes, ou de la radiothérapie, qui vont faire souvent qu'après la chirurgie où il va très bien, il y a une phase où les choses sont beaucoup plus difficiles, avec des retards de cicatrisation, avec des réouvertures, avec une grande asthénie. Et des fois, il y a une période où on va rester calme et pas faire grand-chose. Et donc, il faut être capable d'estimer aussi ses capacités d'effort, ses capacités thymiques aussi, ses capacités de faire front, qui sont extrêmement entamées dans ces périodes-là. Donc, la cicatrisation, la douleur sont des choses compliquées. Si on a fait une amputation, est-ce qu'on est sur un appareillage provisoire? Le deuxième volet, c'est une fois qu'on a ces éléments-là, c'est la modalité. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la kinésithérapie, de l'ergothérapie, de l'activité physique adaptée, avoir besoin d'un orthésiste. Habituellement, dans les sarcomes, on n'a pas trop besoin de l'orthophoniste, mais bon, on ne sait jamais. Ça dépend des localisations, bien entendu. De quoi est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qui est capable de supporter le sujet? Est-ce qu'il est capable de supporter 30 à 45 minutes de rééducation tous les jours ou 1 heure, 3 heures? Et du coup, ça conditionne la structure. Sur quelle modalité? Est-ce que c'est une hospitalisation complète? Est-ce que c'est une hospitalisation de jour? Est-ce que c'est en ambulatoire? Est-ce que c'est à domicile? Donc, ces éléments-là sont des éléments à prendre en compte. Et quand on est oncologue, on n'est pas forcément un spécialiste des filières et de l'organisation des filières. Donc, dans l'oncoréa, une partie du rôle du MPR, c'était l'orientation dans la filière, qui est une partie double. C'est-à-dire, il faut aussi rassurer le côté SSR sur le malade qui va prendre et sur lequel il y a un vrai travail de rééducation à proposer. Dans les structures, il faut expliquer, un SSR polyvalent, c'est une structure qui vous propose une séance de rééducation, c'est-à-dire 30 à 45 minutes par jour. Ça sera les mêmes qu'en libéral, c'est-à-dire celles qui sont sur la liste des produits, la LPPR, la liste des produits et prestations remboursables, c'est-à-dire la kinésithérapie, l'orthophonie. Vous ne pouvez pas avoir d'ergothérapie, vous ne pouvez pas avoir d'APA, vous ne pouvez pas avoir… Alors, l'orthésiste, si, ça vous avez le droit, mais vous ne pouvez pas avoir d'ergothérapie, vous ne pouvez pas avoir d'APA. Si vous voulez basculer sur ce type de prise en charge, il faut forcément un SSR spécialisé. PAP, c'est personnes âgées polypathologiques, et même si on va jusqu'au bout, c'est dépendant ou à risque de dépendance. Donc, c'est au-dessus de 75 ans et vous n'aurez pas forcément une rééducation très intensive, mais par contre, vous aurez un gériatre qui a la capacité de gérer correctement les personnes âgées et les complications chez les personnes âgées. Mais si vous voulez vous adresser à une rééducation intensive, c'est forcément un SSR spécialisé locomoteur ou neuro. Et puis, l'annonce à faire, c'est que probablement à partir de l'année prochaine, vont sortir des décrets où va apparaître pour la première fois des SSR spécialisés cancéro, ce qui n'était pas le cas dans la réforme de 2008. En fait, c'était le cas, c'était marqué hémato-cancéro. En fait, ça avait été interprété comme le fait que ça n'était qu'hémato et pas cancéro. Voilà. Mais donc, le cadre et le type de personnes auxquelles on va s'adresser est assez particulier. Donc, pour finir, la prise en charge, vous voyez, c'est une activité qui est forcément multidisciplinaire.
l'activité de l'EMPR, elle est forcément multidisciplinaire. Il a l'habitude de travailler avec ses ergos, ses kinés, les infirmières, les aides-soignantes, à essayer d'engager une équipe de manière coordonnée autour d'un patient. Si on fait de l'oncoréhab, il faut inclure le chirurgien, l'oncologue, et essayer d'avoir un débat, une discussion pour l'intérêt du malade. Il faut participer à une information éclairée. Dans une pathologie où il y a des enjeux comme l'amputation, eh bien, il faut quand même quelqu'un qui connaisse bien l'appareillage, je le répète, est en progrès constant, pour faire le choix, non pas en termes de survie, je vous l'ai dit, en termes de survie, il n'y a pas de différence réelle, mais en termes de fonction et de handicap séquelaire pour la suite. Ça commence tôt, ça commence avant la chirurgie. La préhabilitation, c'est un élément essentiel de la prise en charge des patients qui ont un sarcome. Et donc, le sarcome, c'était le bon exemple parce que le MPR, il y a une place spécifique du fait de sa compétence en appareillage. Voilà. Le dernier point, j'espère vous avoir convaincu. Vous savez, c'était compliqué, j'aurais peut-être dû vous faire un cas clinique, mais c'était compliqué de vous faire toutes les possibilités de prise en charge. Mais pourquoi? Parce que c'est une médecine très individualisée qui part des déficiences constatées chez un patient. Et ça dépend donc de la localisation du sarcome, du type de chirurgie, des parties molles qu'on va enlever, du tissu osseux qu'on va enlever, pour avoir une conclusion réellement pertinente là-dessus. Mais il y a de plus en plus de papiers montrant l'intérêt pour la qualité des patients de faire de la médecine physique et de l'adaptation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe. On va enchaîner avec Alice et on recueillera les questions après, mais n'hésitez pas à les mettre sur le chat du Q&R du système. Je profite aussi pour faire un clin d'œil à Virgile Pinelli qui est connecté, semble-t-il, et parce que Virgile Pinelli a donc été très, très investi dans cette prise en charge et on le remercie. Et du coup, je passe le flambeau à Christine, me semble-t-il. Oui, bonjour à tous et merci d'être présents. Donc, comme on le rappelait, hein, n'hésitez pas à poser des questions par écrit sur ce chat questions-réponses. Nous allons écouter maintenant Alice Frelon, justement ergothérapeute à l'Oncopole de Toulouse, qui va aborder la particularité de l'apport des techniques de rééducation sur les douleurs neuropathiques. À toi, Alice. Oui, bonjour. Alors, je partage. L'écran, partager. Alors, donc aujourd'hui, pour comprendre les particularités donc des techniques de rééducation, il me semblait important d'intégrer ça dans la prise en charge globale qui est proposée en ergothérapie et qui permet d'accompagner le patient dans un processus thérapeutique. L'ergothérapie, c'est une profession paramédicale qui s'exerce sur prescription médicale et qui est réglementée par le Code de la santé. On trouve des ergothérapeutes essentiellement en tant que salariés au sein des structures hospitalières, SSR, dont on a parlé. On en trouve aussi plus rarement en libéral, mais elles ne sont pas conventionnées par la sécurité sociale, c'est-à-dire que les séances ne sont pas prises en charge. Alors, d'après la définition de l'Association nationale française des ergothérapeutes, l'objectif en ergothérapie est de maintenir, de restaurer et de permettre les activités humaines de manière sécurisée, autonome et efficace. Elle prévient, réduit ou supprime les situations de handicap en tenant compte des habitudes de vie des personnes et de leur environnement. Ainsi, l'ergothérapeute vise l'autonomie dans les occupations signifiantes pour la personne. Et les actions que l'ergothérapeute va proposer peuvent être de 3 types, de rééducation, de réadaptation, mais aussi de réinsertion. Et c'est en proposant l'ensemble de ces actions elle va intégrer le patient dans un processus thérapeutique, une prise en charge globale, holistique, et lui permettre d'être acteur de sa prise en charge. On considérera ici dans les techniques de rééducation les neuropathies iatrogènes du cancer comme elles sont définies dans le référentiel de l'AFSOS, où je vous ai mis le lien en bas de page. Ainsi sont considérées à la fois les neuropathies chimio-induites par thérapie ciblée, radio-induite et post-chirurgicale.
Dans les techniques de rééducation, je vais en détailler ici 3 types. D'abord, la rééducation de la sensibilité, aussi appelée couramment la thérapie du touche-à-tout. Cette technique de rééducation, aujourd'hui, elle est utilisée dans le cadre essentiellement des neuropathies, donc chimio-induites, aussi appelées longueur dépendante, qui touchent essentiellement les extrémités, mains, pieds, et plus particulièrement les troubles de l'hypoesthésie, de la paresthésie et de la dysesthésie. Alors, pour définir ces termes, l'hypoesthésie, c'est le fait de moins bien sentir. La paresthésie, c'est le patient qui rapporte des sensations étranges, des fourmillements, des picotements, des engourdissements, des charges électriques, brûlures. On a un référentiel que l'on trouve dans le DN4 et qui fait l'état de 10 symptômes de paresthésie. On parle de dysesthésie quand ces paresthésies sont douloureuses. Donc, quand le patient souffre d'un de ces 3 symptômes neuropathiques, eh bien, on peut proposer la thérapie du touche-à-tout. Donc, c'est une technique que l'on va appliquer directement sur la zone neuropathique, à condition de pouvoir respecter un certain nombre de règles que l'ergothérapeute va transmettre au patient. Les grandes règles, il y en a probablement d'autres, mais les essentielles à retenir aujourd'hui sont la régularité. Les protocoles de rééducation que l'on propose aux patients aujourd'hui font l'objet de 2 à 6 séances de 5 minutes par jour. La notion d'infradouloureux, c'est-à-dire le patient ne doit pas voir sa sensation douloureuse augmenter au cours de la séance, sans quoi probablement que la sensation, la stimulation qu'il utilise n'est pas adéquate ou pas adaptée. On va lui proposer de repasser sur des stimuli perçus comme étant plus agréables, plus doux, etc. Ensuite, la notion de pleine conscience, c'est-à-dire que le patient va devoir se concentrer durant ces 5 minutes de rééducation sur son ressenti et éviter absolument d'être en double tâche. Par exemple, ne pas regarder la télé pendant que l'on est en train de se masser les mains ou les pieds. Varier les stimuli, il s'agit là donc de proposer aux patients d'utiliser une pluralité de sensations en allant de l'agréable vers le désagréable et en faisant aussi varier les notions de mouvement et de pression. De manière pratique, on propose aux patients de se faire une corbeille avec des textures, des balles qu'il aurait chez lui et au hasard, il va utiliser un de ces outils et faire évoluer ça dans le temps. La zone de référence. La zone de référence, c'est une zone où le patient sent bien. Avant d'aller toucher les mains ou les pieds, en tout cas les zones là où il souffre, eh bien, on va proposer au patient de s'assurer de bien percevoir le stimuli qu'il veut venir appliquer sur ces zones. Une zone où il sent bien, par exemple l'avant-bras, la joue, pour que le cerveau puisse bien comprendre qu'il y a une différence tactile entre cette zone de référence et la zone neuropathique. On remettra au patient un guide informatif reprenant l'ensemble des éléments indiqués en consultation. Il pourra aussi lui être remis un agenda de rééducation pour qu'il puisse noter son observance à la rééducation quotidienne. La deuxième technique, un peu similaire, puisque c'est la rééducation sensitive de la douleur, qui vise là aussi à rééduquer donc, une zone neuropathique, mais on va s'intéresser plutôt à la notion d'allodynie. L'allodynie, mécanique au frottement, c'est le fait de souffrir d'un toucher qui ne doit pas être douloureux. Ici, c'est une technique de rééducation qui fait l'objet d'une méthodologie qui a été élaborée par Claude Spicher et qu'il nomme la désensitisation. Dans ces techniques de rééducation, il est indiqué qu'il ne faut pas toucher la zone
neuropathique allodynique, sans quoi on déclencherait la notion de douleur. Par contre, on va pouvoir tout de même stimuler soit à distance, c'est-à-dire en périphérie de la zone allodynique, soit en contralatéral. Par exemple, si la zone allodynique, c'est la zone en regard du cancer du sein droit, on va pouvoir aller masser l'autre côté pour pouvoir, au niveau tactile, mais aussi au niveau vibratoire. Pour pouvoir pratiquer cette rééducation, il faut être formé. C'est une formation certifiante en 3 ans. Vous trouverez d'autres éléments complémentaires sur le lien indiqué en bas de page. La troisième technique utilisée aujourd'hui dans le cadre de la rééducation des douleurs neuropathiques est la thérapie miroir. Donc, la thérapie miroir, c'est une technique qui a été validée en 1995 par un Indien, Ramachandran, et qui s'est intéressé aux neurones miroirs. C'est une technique qui est validée auprès des patients amputés souffrant de douleurs fantômes, mais aussi auprès d'un public ayant fait un accident vasculaire cérébral avec une hémiplégie. Cette technique de rééducation, aujourd'hui, on la met en pratique dans le cadre de neuropathie radio-induite et ou post-chirurgicale. Tout simplement parce que souvent ce sont des douleurs neuropathiques loco-régionales et donc on va pouvoir utiliser le membre contralatéral dans la thérapie miroir. La thérapie miroir se divise en 3 parties. Les 2 premières parties sont des techniques qui ne sont pas mobilisées avec un miroir et qui peuvent être donc appliquées en dehors du matériel spécifique du miroir. Donc, la première est appelée la latéralisation, la seconde l'imagerie mentale. Ici, on va stimuler donc les capacités de préprogrammation motrice. La latéralisation, on va donc montrer au patient des images. On va lui demander est-ce que c'est le bras droit, le bras gauche qui est en action sur ces images-là. Dans l'imagerie mentale, on va lui demander d'imaginer qu'il est en train de faire des actions. On peut utiliser des photos, là aussi, pour pouvoir permettre au patient de plus facilement se projeter sur ces imageries. Donc, il n'y a pas d'action motrice dans ces 2 premières étapes. Elle n'entre en jeu que dans la technique avec le miroir, où on va proposer au patient une série de mouvements en cachant donc le membre souffrant de la neuropathie derrière le miroir et on va utiliser le membre sain en reflet dans le miroir. Tout au long des exercices, le patient regarde le reflet de son bras sain dans le miroir. Ainsi, il a un feedback visuel qui lui permet de stimuler ses neurones miroirs. Je vais vous montrer une vidéo. Donc là, il s'agit de Madame V, qui est suivie dans le cadre d'un cancer du sein gauche et qui a été suivie en rééducation par thérapie miroir. Dans ma pratique, j'aime utiliser des actions qui sont signifiantes pour la personne et qui sont réminiscentes de situations non douloureuses. Ici, la patiente a sélectionné au préalable des situations de vie d'activités qu'elle pratiquait auparavant, avant son parcours de soins. Donc, par exemple, vous verrez une série de mouvements, donc le flamenco, le fait d'applaudir au théâtre, le fait de faire rebondir des ballons et d'aller à la piscine. Allez. Donc là, elle regarde dans le miroir le reflet de son bras droit sain faire le mouvement de flamenco. Cette dame, quand elle a débuté la rééducation par thérapie miroir, cette dame avait des mouvements du bras gauche avec des amplitudes beaucoup plus restreintes. Ici, on voit donc le mouvement d'applaudir. On retrouve une symétrie. Faire rebondir une balle.
Donc, pour travailler sur les amplitudes, je lui propose de faire des petits et des grands rebonds. Là, elle fait la brasse. On voit encore ici sur ce mouvement, par contre, une légère asymétrie. Ainsi, concernant ces techniques de rééducation, qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'avantages et d'inconvénients? Il s'agit d'une prise en charge non médicamenteuse qui permet d'être proposée aux patients per traitement dès les premiers signes d'apparition des signes neuropathiques, sans risquer d'interaction donc avec le traitement. Ce sont des prises en charge qui permettent aux patients d'être acteurs de leurs symptômes et de s'investir pleinement dans une amélioration de leur situation. Par contre, on peut regretter le peu d'écrits scientifiques de ces techniques et de la validité de ces techniques auprès de ce public-là en oncologie. Et donc, ça mérite, et je fais appel à vous si vous avez envie de participer à des projets pour cohabiter avec nous pour faire valider ces techniques-là. Il s'agit aussi, pour la partie du touche-à-tout, entre autres, d'auto-rééducation et donc basée, vous l'avez compris, sur la motivation du patient à s'inscrire dans ces protocoles et dans l'observance de ce qui lui est proposé. Donc, tous les patients, pour de multiples raisons, ne sont pas à même d'être motivés et d'intégrer et d'inscrire ces techniques-là dans leur quotidien. Et ensuite, ce sont aussi des techniques de rééducation pour lesquelles on a peu de relais en libéral. On l'a expliqué, peu d'ergothérapeutes en libéral, en tout cas de professionnels de rééducation formés à ces techniques spécifiques. Et lorsque les suivis sont assurés sur les structures de soins, elles sont relativement espacées. Moi, c'est tous les mois ou tous les trimestres. Voilà, je vous remercie et n'hésitez pas à poser maintenant vos questions pour les 2 présentations qui vous ont été faites, voilà, pour qu'on puisse compléter si vous le souhaitez. Je vais arrêter le partage. Eh ben, merci beaucoup Alice pour cette présentation qui fait le tour et la vidéo qui vraiment est, je trouve, est très parlante. Voilà, pour avoir déjà entendu parler de cette thérapie du miroir, surtout utilisée dans les amputations, c'est impressionnant de se rendre compte qu'il y a quand même des progrès. Et voilà, ce que je peux constater, c'est qu'effectivement, peut-être il faudrait plus d'ergothérapeutes dans les structures. Et je ne sais pas si vous savez à l'heure actuelle, si vous êtes surtout basé, bon, vous avez dit tout à l'heure, dans les structures hospitalières ou les SSR, mais est-ce qu'il y en a dans les CLCC? Est-ce qu'il y a beaucoup de centres de réadaptation et donc réhabilitation dans les différentes régions? Est-ce que vous vous connaissez entre ergothérapeutes? Alors, je peux commencer à répondre, peut-être que Philippe voudra compléter. Alors, dans les centres de lutte contre le cancer, a priori, à ce jour, il n'y a pas d'autres centres de lutte contre le cancer qui disposent voilà, d'ergothérapeutes dans leur structure. Après, il y a probablement des partenariats qui existent avec en effet des équipes mobiles. Je pense entre autres à Bergonier qui a mis en place un projet d'équipe mobile où il y a des ergothérapeutes qui vont au domicile des patients et de certains patients. Donc, c'est un sujet et un accompagnement qui est relativement nouveau en ergothérapie, qui était jusque-là peu enseigné en formation initiale, mais les choses sont vraiment en train de bouger en ce moment et je pense qu'effectivement, il y a une spécialité qui va exister dans les années à venir. Sur le côté onco-réhabilitation,
Alors d'abord, une structure d'oncoréhabilitation, je n'en connais qu'une à Toulouse, c'est-à-dire une structure faisant de l'hospitalisation de jour dans une structure ayant essentiellement des MCO autour de la cancéro comme l'UCT, dont la fonction est de l'évaluation de la prise en charge si possible et de l'orientation dans la filière SSR, qui sont les différentes missions qu'avait l'oncoréhabilitation. Spécialisée dans ce domaine, je n'en connais pas d'autres. Par contre, après, il y a plusieurs écoles de médecine physique et réadaptation qui ont rajouté l'oncoréhabilitation dans les prises en charge qu'ils proposent. Le leader national est une femme, c'est Sophie Courtois-Jacquin qui est en charge de ces missions-là. L'école de Saint-Étienne aussi, avec Paul Calmen, s'était beaucoup investi là-dedans. Caen aussi s'est beaucoup investi. Donc ça, c'est des écoles que je connais, que j'ai bien identifiées. Peut-être que Virgile en connaît d'autres d'ailleurs. Comme l'a dit Virgile s'est beaucoup spécialisé dans ce domaine. Voilà ce que je peux dire. Après, sur les ergothérapeutes, c'est presque la définition d'un centre de rééducation fonctionnelle, une ergothérapeute. Quand vous avez un soin de suite et de réadaptation polyvalent, il y a des kinésithérapeutes, il n'y a pas d'ergothérapeute. Quand c'est SSR spécialisé, il y a forcément une ergothérapeute. Donc, ça en est presque la définition, mais effectivement, ils n'ont pas l'accès au LPPR, la liste des prestations et produits remboursables, et donc ne sont pas disponibles en ambulatoire. Voilà ce qu'on peut dire. Avec quand même, il y a un article 51 autour de la prescription et de l'adaptation des fauteuils roulants, de ce type d'outils qui semble être une place qu'elles vont sans doute avoir dans le domaine des soins primaires, on va dire. Voilà ce que je peux dire. On avait une question sur le question-réponse. Une question qui s'adressait à la dernière présentation, puisqu'elle demandait que pensez-vous de la réflexologie plantaire pour la prise en charge des neuropathies en parallèle aux traitements médicaux? C'est Laurence Moretti qui pose la question à Alice, je pense. Alors moi, je rencontre beaucoup de patients qui ont recours à la réflexologie plantaire et qui y trouvent un bénéfice. J'oriente aussi beaucoup les patients qui souffrent de neuropathie plantaire auprès d'un podologue posturologue pour évaluer les troubles posturaux qui peuvent être secondaires dans la douleur neuropathique plantaire. Donc, ce sont des techniques de prise en charge qui me paraissent effectivement adaptées. Après, je ne sais pas s'il y a des articles spécifiques sur le bénéfice de la réflexologie plantaire dans certains symptômes de neuropathie. Mais c'est vrai que ça serait intéressant effectivement de développer les écrits, les articles là-dessus. Donc, effectivement, les études qui sont en lien, parce qu'on a bien compris que plus on est précoce, plus on peut être efficace. Et voilà, savoir aussi combien ça dure dans le temps pour l'amélioration que ça procure aux personnes. Et on avait aussi, pendant que Philippe Marc est encore là, une question d'Audrey Eschgas qui demandait par rapport au SSR cancéro, si on savait si justement sur les SSR cancéro, la prise en charge des traitements anticancéreux onéreux sera actée dans le nouveau décret qui est à venir, puisqu'il est souvent parfois difficile de transférer en SSR des patients qui sont encore sous traitement anticancéreux et qui en général ne correspondent pas au budget alloué au SSR. C'est un des objectifs de la création des SSR cancéro, soyons clairs. Mais donc, je ne connais pas spécifiquement les décrets et les réponses qui seront fournies parce que ça va venir et donc je ne peux pas les détailler de manière aussi précise que ça. Ce que je peux dire pour avoir participé aux discussions en amont, c'est que ce qui a été redit par les organisations de cancéro, c'est qu'il n'y aurait pas deux règles différentes pour le SSR et le MCO. Et que donc les règles pour prescrire les chimiothérapies de volume, de précision, seraient les mêmes en SSR qu'en MCO. Donc ça veut dire, voilà. Après, probablement qu'effectivement, les chimiothérapies, pour les établissements qui seront en capacité de respecter ces règles, feront partie des médicaments sur les listes de molécules onéreuses, parce que la question qui est posée, c'est un SSR, il y a comme d'ailleurs un MCO, il y a une liste
molécules onéreuses qui sont prises en charge ou pas prises en charge. Donc, ils font, pour les SSR privés en particulier, la possibilité d'être admis ou non admis. Une dernière question, puisqu'il va falloir qu'on laisse la place à la dernière intervention. Mais on sait qu'Alice part aussi faire un cours juste après de Rodolphe Lopez sur la place et l'orientation vers l'acupuncture et l'homéopathie dans la prise en charge des douleurs neuropathiques. Peut-être que Philippe Marc a plus de... Oui. L'homéopathie, je ne sais rien. Je suis malheureusement un cartésien terrible et quand on dilue au-delà du nombre d'Avogadro, j'ai beaucoup de mal. Mais bon, ça c'est mon point de vue. L'acupuncture, il y a eu des choses faites. Vous savez que dans la prise en charge globale des douleurs sur l'acupuncture, que vous piquiez sur les méridiens ou en dehors des méridiens, vous avez le même effet. Il y a eu une étude en WE qui a été faite là-dessus. Vous avez un effet, mais qui n'est pas différent en fonction de l'endroit où vous piquez. Bon, voilà ce que je sais sur l'acupuncture qui est assez limité, j'en conviens. Dans les douleurs neuropathiques, ce que je peux dire, c'est qu'il y a d'autres techniques physiques qui peuvent être adjointes, mais qui demandent d'avoir une machine un peu onéreuse, qui s'appelle la stimulation magnétique transcrânienne, qu'on utilise dans la dépression, qu'on utilise dans d'autres domaines. Et on avait fait à Rangueil, mais la machine est à Rangueil, pas sur des patients cancéreux, mais dans le cadre de douleurs neuropathiques, toute une série de patients avec des résultats tout à fait spectaculaires. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui rien ne marchait. On en avait à peu près 30% qui avaient une diminution de 50% de la douleur. On avait 33% qui avaient une diminution, mais de moins de 50% de la douleur, puis 30% chez qui ça ne marchait pas. Voilà. Et c'était en association avec les techniques qu'a montré Alice, c'est-à-dire que les deux techniques ne s'excluent pas. La RTMS a un effet, si vous stimulez une fois tous les jours pendant une semaine, vous avez un effet qui va durer une trentaine de jours au mieux, mais vous pouvez l'amener à 3-6 mois en association avec les techniques de thérapie miroir ou d'imagination du mouvement. Voilà. Merci beaucoup. On va laisser la place à Marie-Paul Garavet, orthophoniste de Montpellier, qui va animer la dernière animation avec le docteur Benoît-Ami de la Bretèque. Oui. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Du coup, j'ai pour mission de présenter Benoît-Ami de la Bretèque, donc, qui est un phoniatre qui travaille à différents endroits, donc à Marseille, à l'hôpital Saint-Joseph, aux Trois Tours, qui est donc un établissement qui prend en soin des personnes qui ont eu des cancers ORL et qui ont de grosses difficultés de déglutition, donc avec une prise en charge très rapprochée et un suivi intense. Et il travaille aussi du coup à Guy-de-Chauliac à Montpellier, donc dans le service d'ORL de l'hôpital, où il consulte là pour des troubles de la voix et des troubles de la déglutition. Donc voilà, c'est un médecin qui travaille, qui a vraiment un sens du travail pluridisciplinaire et qui collabore de façon très étroite avec les orthophonistes. Donc je le remercie voilà, pour ça. Que dire de plus? Il a aussi été chanteur lyrique, prof de chant, maître de conférences, professeur à l'université, autant en école de musicothérapie que voilà, pour des cours d'orthophonie ou ce genre de choses. Et voilà, il a collaboré aussi à l'écriture de différents livres qui traitent de la voix, surtout. Et à propos de la voix, donc il a mis au point en fait une technique de rééducation avec voilà, les exercices à la paille qui sont en fait mondialement connus. Je pense qu'on peut dire ça maintenant. Voilà, donc une référence dans le milieu de la déglutition et de la voix. Je pense que c'est tout. Merci Marie-Paul, j'espère que vous m'entendez bien. Présentement, en fait, je ne vous parle pas du CHU de Montpellier, mais de la clinique Les Trois Tours que Marie-Paul a évoquée, qui se situe dans la grande banlieue de Marseille, près d'Aubagne. Donc là, vous voyez, j'ai traversé le Rhône, on élargit le champ de nos interventions, comme ça, au-delà de la région à proprement parler de l'Occitanie. Les phoniatres, donc, nous sommes très attachés à tout ce qui touche à la communication orale,
et en particulier à la voix. Et donc, c'est à propos de la voix que je vais vous faire une petite présentation. Je vais être assez léger parce que j'aurai beaucoup tourné. Je vais donc partager l'écran sur le petit diaporama que voici. Et à la suggestion de Virginie, je voudrais parler de restaurer la voix, comme il est dit dans le titre que la diapositive ne reprend pas complètement, quelle que soit l'évolution de la maladie. C'est-à-dire, est-ce que la voix, par rapport à une maladie aussi grave qu'un cancer, est-ce que c'est quelque chose qu'on va considérer en second lieu ou bien c'est quelque chose d'essentiel? C'est vraiment une question qui mérite d'être posée et vous vous en doutez, en la posant, ben, on a envie de répondre que oui, c'est essentiel parce que la voix, c'est le support de la communication orale et quand on n'a plus de voix, ben, on ne peut plus bien communiquer et ça nous rend bien malheureux parce que nous autres espèces humaines, nous sommes éminemment sociaux et si nous ne pouvons plus communiquer, ben, nous dépérissons. Et dépérir quand on doit lutter contre une maladie grave, évidemment, c'est doublement grave parce que ça compromet tout. La voix, pour qu'elle puisse fonctionner, comme vous le savez, elle suppose qu'on dispose de 3 étages fonctionnels, effectivement. La soufflerie, donc l'appareil respiratoire. Et comme vous le voyez, j'ai dit, il faut qu'elle soit en continuité avec le larynx. Parce que, bien sûr, on a besoin, dans un certain nombre de situations, de dériver le souffle respiratoire par un orifice de trachéotomie et à ce moment-là, on n'a plus la continuité avec les cordes vocales ou du moins, on peut ne plus l'avoir parce que ça dépend des canules que l'on emploie dans ces trachéotomies puisque certaines permettent la continuité, d'autres ne la permettent pas. C'est évidemment pas pour se montrer méchant qu'on utilise des canules qui ne la permettent pas. C'est parce que la continuité des voies respiratoires pourrait malheureusement aussi être la mise en communication de ce que l'on déglutit, la salive ou bien sûr des prises alimentaires ou de boissons avec la trachée. Donc bien sûr, dans certains cas, on est obligé de sécuriser, mais il faut savoir que c'est au prix d'une déprivation de l'usage de la voix. Donc ça, c'est la soufflerie. Pour que la voix puisse être émise, il faut donc un vibrateur. Donc un vibrateur, le meilleur, je disais, étant le larynx avec les cordes vocales, parce que quand on ne dispose plus d'un larynx ou quand on dispose d'un larynx amputé, on peut encore faire des sons. Et on trouve le moyen d'en faire avec d'autres vibrateurs. Et en particulier, je parlerai tout à l'heure de l'œsophage. Lorsqu'on a les cordes vocales, pour qu'elles puissent vibrer correctement, ce qui rappelle l'important que je souhaite faire, c'est qu'il faut qu'elles viennent en contact l'une avec l'autre, ce qui peut être compromis quand l'une d'entre elles est paralysée. Or, cette paralysie d'une corde vocale est quelque chose qu'on peut rencontrer souvent en situation oncologique. Pas seulement, bien sûr, mais souvent. Et puis, il faut avoir un résonateur qui est un ensemble d'organes qui peut bouger, la langue, le voile du balai, etc., modulable, donc, qui permet l'articulation des sons. Et là aussi, en carcinologie de la sphère oropharyngée, ça peut être compromis. Et la perte, donc, comme je le disais, est une occasion de souffrance. Est-ce que vous voyez la diapo suivante, là? D'accord, je vois que Marie-Paul opine. Donc, juste pour vous faire voir comment ça se passe quand on fait vibrer les cordes vocales normales. Voilà, donc ça c'est une image de larynx, hein, donc le larynx dans son ensemble, avec 2 cordes vocales, comme vous voyez, ils sont des plis. Chez quelqu'un qui a une voix normale. Hein. Donc, quand on fait un son, les cordes vocales viennent au contact et le contact qu'elles établissent entre elles leur permet de bien fonctionner. C'est-à-dire d'accorder la vibration pour qu'elle soit synchrone dans les 2 cordes vocales. Quand on respire, les cordes vocales s'écartent comme vous le voyez là. Donc, lorsqu'on a un équipement de type trachéotomie, cette continuité peut être compromise, sauf si on a une canule qui dispose d'une fenêtre. Alors là, vous voyez la canule en place avec la fenêtre ouverte. La canule est équipée également, dans l'exemple que je montre là, d'un ballonnet, ce qui veut dire qu'on peut utiliser cette canule de façon sécurisée ou non sécurisée.
Si on la sécurise, on gonfle le ballonnet. Le ballonnet, c'est une sorte de petite bouée autour de la canule qui va arrêter d'éventuelles pénétrations qui viendraient de plus haut et qui menaceraient de descendre dans la trachée. Salive, prise alimentaire non contrôlée. Et puis, pour pouvoir sécuriser cette canule, il va falloir bien entendu aussi disposer quelque chose qui obture la fenêtre, et c'est quelque chose, c'est une chemise interne qui est sans fenêtre. Mais on peut aussi la désécuriser en dégonflant le ballonnet et en mettant à la place de la chemise interne sans fenêtre, une chemise interne possédant elle aussi une fenêtre. À ce moment-là, l'air qui pénètre dans la canule va pouvoir traverser cette canule, passer par la fenêtre et venir faire fonctionner les cordes vocales. C'est très important, dès qu'on le peut, d'équiper les gens comme ça. Si on peut les décanuler, évidemment, c'est encore mieux, hein, mais en tout cas, au moins de les équiper comme ça, dès que c'est possible, parce que ça va permettre de faire travailler les cordes vocales, de permettre à la communication orale, de travailler à rééduquer la voix si elle est altérée. Je vais évoquer deux situations qui concernent plus particulièrement l'oncologie. La première étant la paralysie laryngée et la deuxième l'amputation du larynx. La paralysie laryngée, elle est plus souvent à gauche qu'à droite du fait, je n'ai pas voulu vous embêter en vous rappelant que l'innervation du larynx passe par le nerf récurrent pour la plupart des muscles qui fonctionnent dans le larynx et que le nerf récurrent, comme vous le savez certainement, descend profondément dans le médiastin du côté gauche puisqu'il passe sous la crosse de l'aorte. Le récurrent droit ayant un trajet beaucoup plus court. Ce long trajet l'expose bien sûr à beaucoup d'interférences malheureuses pouvant provenir d'une pathologie médiastinale pulmonaire hein, et donc ou d'une chirurgie pour traiter ces affections. Et donc on voit pas mal de gens en situation de traitement pour des cancers de la zone souffrir d'une paralysie récurrentielle gauche. On le voit aussi bien sûr dans des traitements locaux régionaux impliquant de la radiothérapie, par exemple dans le cancer du sein, ou tout simplement, si je puis dire, parce qu'il y a eu, au cours de tous ces traitements, de la réanimation et on a pu peut-être malheureusement se trouver dans une situation de traumatisme de la terminaison du nerf récurrent et d'une paralysie qui en résulte. Alors, ceci va entraîner un défaut de fermeture laryngée qui est ennuyeux pour la déglutition, les liquides étant les plus aptes malheureusement à franchir cette barrière incomplète, et puis qui va entraîner une dysphonie. La dysphonie venant du fait que la corde vocale paralysée ne va plus pouvoir jouer le rôle qu'elle doit jouer en s'affrontant à l'autre corde. Alors là, vous voyez un larynx de personnes qui souffrent d'une paralysie récurrentielle gauche. Donc la voix que vous entendez, bien sûr, elle est très caractéristique, hein, faible, elle est bitonale, les temps sont limités, et la vous voyez, elle entraîne aussi, parfois, pas toujours, mais une amyotrophie avec une concavité du bord libre. Hein, donc le contact entre les deux cordes est d'autant plus compromis. Alors pour restaurer le contact entre les cordes vocales, on peut avoir recours à différentes façons de procéder qui ne s'excluent pas mutuellement. La rééducation orthophonique. La rééducation orthophonique peut parfois être tout à fait efficace à elle toute seule et elle est en tout cas un appui pour les autres techniques. Mais elle demande du temps et de l'énergie de la part du patient. Alors j'ai bien marqué ces deux points, le temps et l'énergie, parce que parfois, on en parlait avec Virginie tout dernièrement au téléphone en préparant cette réunion, on se trouve dans une situation où on n'a ni temps ni énergie pour ça. Hein, on peut se trouver avec quelqu'un qui est en fin de parcours et on sait qu'il ne va pas être avec nous encore très longtemps. Et en plus, il est très fatigué. Donc, essayer de lui donner une voix en le confiant simplement, si je puis dire, à une rééducation orthophonique sera évidemment pas vraiment possible dans ce cas-là, et se résigner à laisser la personne sans voix est vraiment dommage.
c'est malheureux pour les raisons que nous avons évoquées. Et donc, on a recours également à d'autres techniques, hein, pas seulement dans ce cas-là, bien entendu, mais je l'illustre plus particulièrement par ce que je viens de dire, qui est la médialisation chirurgicale. Alors, la médialisation chirurgicale consiste en fait à donner à la corde vocale immobilisée une position un peu différente ou un volume un peu augmenté, de telle façon que le contact entre les deux cordes s'établisse correctement. Donc, on peut injecter dans la corde immobilisée quelque chose qui va lui donner du volume. Alors, ça dépend au point de vue du produit injecté, ça dépend un petit peu des habitudes des équipes. Hein. Ça peut être tout simplement de la graisse autologue, ça peut être de l'acide hyaluronique, etc. Enfin, je vais vous passer les détails. Donc, ça, c'est l'injection intracordale. Et puis, on peut également mettre une petite prothèse par voie externe en ouvrant le cartilage thyroïde. Cette technique, qui est une technique très ancienne, dont le promoteur a été un de mes anciens maîtres, Yves Guerrier. Il utilisait un petit morceau de cartilage thyroïde pour servir de prothèse. Enfin, de nos jours, on a bien amélioré la technique en construisant des prothèses de tailles différentes que l'on peut introduire par un volet thyroïdien. Alors, ces techniques-là sont très intéressantes parce qu'elles donnent un résultat immédiat. On opère la personne et l'amélioration vocale, elle est tout de suite là. Et elle est très souvent de très bonne qualité. Le geste pour faire ces opérations-là est possible sous anesthésie générale. Il y a encore peu de temps, on était obligé d'endormir les gens pour injecter. Et il n'y avait que la pose d'une prothèse externe qui pouvait se faire sous anesthésie locale. Maintenant, grâce au développement de la fibroscopie interventionnelle, dont Virginie parlerait bien mieux que moi, parce que moi, je ne suis pas chirurgien, et elle maîtrise parfaitement cette technique-là, on peut arriver à faire des injections intracordales sans anesthésie générale. Je ne voulais pas revenir en arrière, voilà. Il y a justement là des documents que Virginie m'a fait passer fort gentiment chez une patiente qui a été traitée pour un cancer bronchique, je suppose, je n'ai pas beaucoup de détails dessus, avec atteinte trachéale, et dont la voix, j'espère que vous l'entendez, est très mauvaise. Tu n'as pas le son, donc tu es obligé de passer les sons parce qu'on ne l'entend pas. C'était un problème, je pense, de comment tu t'es connecté au départ. Partage le son aussi. Voilà, donc on va peut-être passer parce que c'est tard déjà. Je vous fais voir la vidéo que Virginie a tournée de l'intervention qu'elle a faite sur cette personne. Donc, on passe par une fosse nasale, on béquille l'appareil pour pénétrer dans le pharynx moyen. Et vous voyez là une larynx avec l'immobilité de la corde vocale droite, tandis que la corde vocale gauche bouge bien. Et là, vous voyez à droite le fibroscope interventionnel qui va permettre de faire l'injection sur la corde vocale, dans la corde vocale immobilisée. Donc la personne là, il faut qu'elle soit bien préparée pour qu'elle puisse supporter le geste sous anesthésie locale. Et on injecte, vous voyez, un petit peu en dehors du bord libre, de façon à donner à la corde vocale plus de volume. On déporte les structures vibrantes de l'extérieur vers l'intérieur. Et la personne étant réveillée, en plus, on peut mieux apprécier le geste que l'on fait, à condition, bien sûr, que la personne soit participe bien à l'examen, enfin à l'intervention, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, ce n'est pas toujours facile. Donc, je vais peut-être interrompre là cette vidéo. Voilà, vous voyez le résultat obtenu, cette grosse augmentation de volume qui va permettre donc un contact entre les cordes vocales de bonne qualité et la voix va se trouver restaurée, pas à 100%, mais quand même dans de très grandes proportions. C'est un geste donc, qui peut être fait très simplement et qui peut amener un soulagement aux patients se trouvant comme ça avec une paralysie et dans un contexte carcinologique. Je vais terminer rapidement ma petite présentation en parlant de la laryngectomie, la laryngectomie totale. À ce moment-là, il n'y a plus du tout de vibrateur laryngé, même endommagé.
Et donc là aussi, il est important de permettre la communication orale aussi vite que l'on peut. On a à notre disposition des petits vibrateurs qu'on appelle les laryngophones, qui fournissent une vibration que l'on peut utiliser en le mettant contre une joue ou sur le cou. Ce petit appareil permet assez souvent d'avoir une communication orale intelligible, quoique très ennuyeuse parce que l'appareil donne une voix de robot. Mais c'est quand même quelque chose qui permet d'accéder souvent rapidement à la communication orale chez ces gens qui sont déjà traumatisés par un geste qui est un geste d'amputation quand même lourd. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, si peut-être pour les gens de l'âge de Marie-Paul, ça paraît une éternité, mais il y a 25 ans ou 20 ans de ça, il se disait dans le milieu phoniatrique qu'il ne fallait pas utiliser les laryngophones chez les laryngectomisés totaux parce que ça allait les encourager dans la paresse à se rééduquer pour apprendre la voix ésophagienne. Je pense que c'est une vision des choses qui est tout à fait fausse. Bien au contraire, si le laryngectomisé a un outil pour communiquer oralement, il va mieux. Et s'il va mieux, il va pouvoir s'investir dans la deuxième option que vous voyez, qui est l'acquisition de la voix ésophagienne. Là, il s'agit de faire vibrer l'œsophage en utilisant les structures qui peuvent encore vibrer. Si le sphincter supérieur de l'œsophage a été préservé, bien sûr, c'est lui. La voix ésophagienne, malheureusement, n'est pas en communication directe avec la soufflerie, l'arbre bronchique et la trachée. Donc, il va falloir faire rentrer de l'air dans l'œsophage pour ensuite l'expulser sous forme d'une éructation améliorée. Et puis, il y a une amélioration de la voie ésophagienne sous forme d'un implant que l'on peut mettre, un petit conduit entre la trachée et l'œsophage. Alors, voilà le principe de la voie ésophagienne, vous voyez, tel que mes prédécesseurs phoniatres l'ont dessiné dans un de leurs livres fameux. Hein, la personne comprime l'air qui est dans la bouche et le pharynx, qui va forcer le passage au niveau du sphincter supérieur de l'œsophage et remplir l'air d'œsophage. Après, une petite pression en utilisant notamment la sangle abdominale va faire ressortir l'air et faire vibrer ce vibrateur. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas le son parce que je vous aurais fait voir, ou plutôt entendre, un bon parleur comme ça. Là, vous voyez la manière dont on fait rentrer l'air radieux. Cervicale, on va voir la manière dont la personne fait rentrer l'air et vous avez ici le néovibrateur, l'endroit qui va vibrer et la personne arrive tout à fait bien à éructer. Là, on voit son travail de langue pour faire rentrer l'air. Quelque chose de gymnastique très particulière, on le voit sur la parole ou sur des A tenus. Hein, là, c'est voilà, là c'est juste sur des A. Et la voie trachéo-œsophagienne, je terminerai là-dessus, c'est la voie œsophagienne améliorée par la pose d'un petit implant, un petit conduit qui va permettre d'amener l'air de la trachée vers l'œsophage, mais il va y avoir une valve anti-retour pour qu'évidemment ce qui est dans l'œsophage ne pénètre pas dans la trachée. Donc l'appareil fonctionne très simplement en obturant la sortie ici. Donc la personne doit inspirer et au moment de parler, obturer la sortie. À ce moment-là, l'air est refoulé par l'implant et met en vibration l'œsophage. Cet implant phonatoire nécessite un peu d'apprentissage pour y arriver au début, mais c'est vrai que c'est assez rapide, alors que la voie œsophagienne, ça demande du temps. Par contre, ça a un inconvénient, c'est qu'il faut un équipement un petit peu plus spécifique avec... si on veut avoir la possibilité de ne pas mettre la main pour obturer. Je ne peux pas descendre tant que ce n'est pas terminé, mais j'arrive. Pardon? Ah non, mais là, c'est de quelques minutes. Tu peux la faire installer. Voilà. Donc, la question, et d'ailleurs, on va en débattre pas plus tard que dimanche prochain à la Société française d'ORL. Je vais avoir comme débatteur Stéphane Hans. Le débat est de savoir si on met ces implants phonatoires de façon systématique, ou en tout cas presque systématique, s'il y a quelles sont les contre-indications, ou bien si on privilégie la voie œsophagienne. Les deux techniques présentant leur lot d'avantages et d'inconvénients, c'est peut-être pas le lieu de les débattre ici.
voilà ce que je voulais vous présenter ce matin. J'espère que je ne vous ai pas retenu trop longtemps. C'est l'heure de se séparer peut-être, je ne sais pas. Est-ce que tout le monde est parti peut-être? Non, non. Non, il reste des participants. Du coup, j'imagine que c'est le temps des questions, mais alors soit je ne les vois pas, soit il n'y en a pas. Mais je crois qu'il n'y en a pas, tout simplement parce que comme ça doit se terminer théoriquement, que c'est un créneau très déterminé, je pense qu'il y a pas mal de gens qui donc sont partis à partir de 14 heures. J'ai vu qu'à partir de 14 heures, ça décroissait progressivement. En tout cas, merci Benoît, parce que de remettre quand même la voix au centre des problématiques des patients, alors que c'est vrai que c'est un peu banalisé, en tout cas dans mon expérience, ça paraît important. Donc peut-être un petit retour de Christine qui a une autre vue. Oui, moi je trouve ça très intéressant à aborder comme cela. Et j'imagine aussi que dans en plus de votre équipe pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire, vous avez aussi des patients partenaires ou des patients experts. C'est vrai qu'en ORL, moi-même qui ai commencé il y a un peu plus de 30 ans, on faisait déjà appel à des personnes qui faisaient partie de l'association des mutilés de la voix. Et je pense que c'est aussi, comment je veux dire, un autre moyen pour faire comprendre et faire entendre, etc., à la personne qui va se faire opérer quand on lui a proposé à quoi elle peut s'attendre, etc. Et du coup, je suppose que ça fait partie de vos pratiques, mais est-ce qu'effectivement, ça fait partie de vos façons de faire aussi Oui, bien sûr, tout à fait, c'est tout à fait essentiel. Je crois que d'ailleurs, dans le parcours des patients en onco, c'est vraiment essentiel. C'est vrai pour l'ORL comme pour d'autres domaines. Hein. Et nous hébergeons d'ailleurs la clinique Les Trois Tours, les représentants locaux des mutilés de la voix. Et nous travaillons aussi avec l'association Corasso. Hein, donc, je crois que vraiment un grand avantage, bien entendu, pour nous, pour nos patients, à ouvrir nos portes aux patients qui ont déjà vécu ce trajet-là, hein, et qui ont une parole qui a un poids et une importance que ne pourrait jamais avoir la parole d'un soignant, si bienveillant soit-il. À Montpellier, en tout cas, on a mis ça en place systématiquement dès qu'il y a des laryngectomies totales qui sont prévues. Il y a donc quelqu'un des mutilés de la voix qui vient rencontrer la personne en fait avant l'opération. C'est vrai que on voit vraiment qu'il y a un apaisement quoi, au niveau du stress. Ça a des vrais effets bénéfiques quoi. Et ça peut arriver que ce soit refusé par la personne qui a peur. Non, jamais. Souvent, il y a beaucoup d'appréhension justement par rapport à la voix, mais à chaque fois qu'on propose, les patients acceptent. Ouais. Bon, merci beaucoup, peut-être. Moi, je ne sais pas si on a le temps, mais j'avais une question. Oui. Oui, en fait, quand tu parles de la réhabilitation de la voix, donc il y a rééducation ortho, voix oro-œsophagienne et tout ça, trachéo-œsophagienne. Mais j'ai aussi notion qu'il y a les bandes ventriculaires qui peuvent vibrer. Et j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit exploité. Peut-être je me trompe, mais je voulais avoir ton avis là-dessus. Je n'ai pas bien compris ta question, Marie-Paul. Tu fais... Les bandes ventriculaires, c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre en vibration. Les chanteurs de métal et tout ça, c'est ce qu'ils utilisent eux. Et du coup, je me demande pourquoi est-ce que nous, j'ai l'impression qu'on n'exploite pas du tout cette voie. Pour qu'on puisse utiliser les bandes ventriculaires, il faut qu'on ait au moins encore une partie de son larynx en place. Donc, ça ne concerne pas, bien sûr, la laryngectomie totale. Mais sinon, bien sûr, la voix avec vibration des bandes ventriculaires, c'est un des moyens de faire un son, autrement qu'avec les cordes vocales quand elles sont plus compétentes. Hein. C'est vrai que pendant
longtemps, la voix des bandes c'était considéré comme un défaut dans la dysphonie. Ça peut l'être, hein, bien sûr, hein, mais c'est pas non plus quelque chose à refuser sous prétexte que ça ne serait pas bien, simplement, hein, voilà, de façon dogmatique, au contraire. Hein. Des gens qui ont une glotte qui est devenue incompétente peuvent développer des vibrations accessoires au niveau des bandes ventriculaires, mais aussi au niveau de replis épiglottiques, en utilisant les sommets des arythénoïdes contre les épiglottes, etc. C'est toutes les voies, disons, de substitution dans les laryngectomies partielles. Moi, j'ai trop obligée de vous abandonner, mais comme d'autres, je pense, qui n'avaient pas prévu. Aussi d'ailleurs. Mais tout le monde, je pense. Hein. Donc, moi, j'en profite juste avant de vous quitter pour remercier tous nos orateurs, bien évidemment. Mais je pense qu'il n'y a pas que moi qui vais le faire. Mais je vous abandonne en vous remerciant tous. Merci. À bientôt, Virginie. On clôture cette session. N'oubliez pas de répondre au questionnaire de satisfaction. Ça nous aide beaucoup parce que c'est un nouveau format qu'on expérimente. C'est la deuxième session. Donc, pour améliorer les prochaines sessions, voilà, faites-nous part de vos remarques, suggestions. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine session, donc la numéro 3, le 21 octobre, toujours de 13h à 14h, pour une session dédiée aux soins de support chez les adolescents et les jeunes adultes. Voilà, je vous remercie. Je remercie vivement les intervenants de s'être exprimés sur cette thématique de l'oncoréhabilitation et j'espère vous revoir prochainement pour la suite de ces jeudis d'Onco-Occitanie. Je vous remercie.